Je ne pensais pas vous dire ça un jour, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un immeuble, la tour Pont City. La tour Pont City, c'est un bâtiment emblématique de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, et elle a une réputation pour le moins sulfureuse. Autrefois synonyme d'opulence et de prestige, Pont City est devenu avec le temps le symbole de la déchéance urbaine dans le pays. Et elle est même souvent associée au crime. Et l'atmosphère qui règne à l'intérieur est si glauque qu'elle a servi de lieu de tournage à des films comme Resident Evil ou encore District 9. Et Pont City est même devenu un tel taudis que son tas d'ordures, que vous voyez sur ces images, a fini par atteindre le 14e étage. Mais Pont City a aussi et surtout le mérite de raconter à elle seule l'histoire d'une ville et je dirais même plus d'un pays. Alors, bienvenue chez YouCrim Immobilier pour une visite un peu spéciale. Aujourd'hui, la triste histoire de Pont City. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. De nos jours, impossible de rater Pont City avec son panneau publicitaire Vodapay enroulé à son sommet. Et si Pont City a longtemps été un immense taudis peu fréquentable, car rongé par la pauvreté, la drogue, le crime ou encore la prostitution, initialement, c'était tout l'inverse. Ce gratte-ciel à l'allure singulière faisait même la fierté du gouvernement sud-africain. La tour Pont City a vu le jour en 1975. Elle est née de l'imagination de l'architecte sud-africain Manny Feldman en collaboration avec ses confrères Manfred Hermer et Rodney Groskopf. C'est un bâtiment très imposant avec ses 54 étages et ses 173 mètres de hauteur. C'est d'ailleurs l'immeuble résidentiel le plus haut du continent africain. Comme vous pouvez le voir, il est de forme cylindrique et l'extérieur est en béton brut. On appelle son style architectural le brutalisme. Le brutalisme était très populaire dans les années 50 à 70 et le brutalisme se distingue notamment par la répétition de certains éléments, comme une abondance de fenêtres par exemple. Il se caractérise aussi par l'absence d'ornements, pas de fioritures avec le brutalisme, et enfin, il se caractérise par l'utilisation de béton brut. Alors, on aime ou pas, en tout cas, sachez que la tour Pont City est loin de faire l'unanimité, puisqu'elle a été désignée comme le deuxième bâtiment le plus laid de Johannesburg, et beaucoup de gens la comparent à un rouleau de papier toilette géant. La comparaison est peu flatteuse, mais elle permet de parfaitement visualiser le gratte-ciel. Il y a un immense espace circulaire et creux à l'intérieur, au milieu, autour duquel s'agencent les appartements. Et si les architectes ont choisi cette forme cylindrique et creuse, ce n'est pas que pour des raisons esthétiques, ça permet aussi une meilleure ventilation et ça permet également à la lumière d'entrer des deux côtés du bâtiment. Un impératif, lorsque l'on sait que lors de sa construction dans les années 70, la municipalité de Johannesburg avait rendu obligatoire la présence de fenêtres dans les salles de bain et dans les cuisines. La tour Pont City est située dans le quartier d'Hillbrow à Johannesburg. Les appartements ont été pensés pour être luxueux. Ils sont à la fois spacieux et lumineux, en particulier les penthouses situés aux derniers étages. Ils disposent de sauna, de jacuzzi, sans compter qu'ils offrent une vue magnifique sur tout le centre-ville de Johannesburg. Et ce qui fait la particularité de Pont City, c'est que les architectes l'ont conçu comme une petite ville, d'où son nom, City, qui veut dire ville. Au rez-de-chaussée, il y a des restaurants, des magasins, une boucherie, une boulangerie, une salle de cinéma, une piscine et même un bowling. Tout pour que les 3500 habitants aient tout à disposition sans qu'ils ne soient obligés de sortir. Les architectes avaient même envisagé à un moment d'aménager une piste de ski miniature à l'intérieur du noyau central. Lorsque la tour Pont City voit le jour, elle est considérée comme un véritable symbole de modernité et dans l'esprit de tous, elle est associée à l'opulence et au prestige. Et vous l'aurez compris, seuls les plus riches pouvaient alors s'offrir un logement à Pont City, mais être riche ne suffisait pas, puisque pour rappel, en Afrique du Sud, dans les années 70, nous sommes en plein apartheid.
Régime qui a été instauré en 1948 et qui ne sera aboli qu'en 1991. Donc, il fallait être riche, certes, mais blanc aussi. Et pour rappel, les lois ségrégationnistes séparaient la population en 3 grosses catégories. Et les voici classées de la plus valorisée à la plus méprisée. La première, c'est la population blanche. Elle est constituée de descendants d'Allemands, de Scandinaves ou encore de Français, mais également d'Italiens, de Grecs, de Portugais, de Libanais et j'en passe, venus s'installer en Afrique du Sud pour le travail. En deuxième position, on retrouve les Colored et les Indiens. Les Colored sont des personnes métisses dont les ancêtres sont africains, européens ou asiatiques. Et enfin, il y a la population noire, très majoritairement constituée de natifs d'Afrique du Sud, parce que vous pensez bien que ceux qui étaient venus et qui venaient des pays voisins sont vite retournés chez eux au moment où l'apartheid a été instauré. Et à l'époque, il fallait au maximum éviter de se mélanger. Alors chacun avait son espace et la police veillait au grain afin d'éviter toute cohabitation. Et le quartier d'Hillbrow, où se situe donc la tour Pont City, était l'un des quartiers les plus chics de la ville de Johannesburg, du moins à l'époque de la construction de la tour. Et les seuls qui avaient le droit de vivre dans ce quartier, et donc de louer ou d'acheter des biens, c'était la première catégorie de personnes, à savoir la population blanche. Les autres avaient le droit d'y travailler, mais ils devaient quitter le quartier après leur journée de travail. Ils vivaient soit dans des townships, soit dans des bantoustans. Le moins pire des deux, ce sont les townships. Ce sont des quartiers pauvres et sous-équipés réservés aux non-blancs. Ce sont généralement des zones urbaines qui sont principalement occupées par les populations colored, indiennes et noires. Quant aux bantoustans, ce sont des territoires exclusivement réservés à la population noire. Ils ont été mis en place en même temps que l'apartheid. Il y avait 10 bantoustans en Afrique du Sud, tels que le Gazankulu pour le peuple des Tsonga, le KwaZulu pour les Zoulous, le Kwakwa pour les Basottos, etc., etc. Et les bantoustans ont été créés pour accentuer plus encore la ségrégation entre la population noire et le reste de la population. Et en plus d'être physiquement séparés, il avait été décidé que les habitants des bantoustans devaient obligatoirement adopter la nationalité de leur bantoustan. L'immense majorité, comme je vous le disais, étaient des natifs d'Afrique du Sud. Et donc, ces natifs d'Afrique du Sud, qui étaient là bien avant le reste de la population, perdaient ainsi leur nationalité sud-africaine au profit de la nationalité du bantoustan qu'ils occupaient. Et en plus de perdre leur nationalité, ils perdaient les droits qui allaient avec. Ils devenaient alors, aux yeux de l'État, des étrangers. Autrement dit, ils étaient des étrangers dans leur propre pays. Avouez que c'est quand même aberrant. Et sans surprise, les conditions de vie dans les bantoustans étaient plus difficiles encore que dans les townships. Les infrastructures et autres services publics y étaient quasi inexistants puisque l'État consacrait la majeure partie du budget pour les quartiers blancs et dans une moindre mesure pour les townships. Mais il y avait tout de même une exception à cette organisation. Il y avait une catégorie de personnes noires qui étaient autorisées à vivre dans les quartiers blancs. C'était ceux qui étaient logés chez leurs employeurs. Alors il a fallu aux architectes de Pont City trouver une solution pour pouvoir les abriter. Il fallait qu'ils soient là sans être là. Donc, il fallait trouver une solution pour qu'ils soient logés à l'abri des regards. Pour ce faire, les architectes avaient pensé à les loger sur le toit, pas dans les étages les plus hauts, non, je dis bien sur le toit, mais à cause de la hauteur spectaculaire de la tour, les architectes se sont dit que les domestiques refuseraient sûrement de vivre sur le toit. Alors ils ont demandé au département de la planification et du développement de la ville de Johannesburg de pouvoir leur aménager un étage réservé à la base du bâtiment. Les architectes ont assuré que les lieux seraient pensés de manière à ce que ces domestiques ne puissent pas être vus de l'extérieur et que les personnes blanches vivant dans les étages supérieurs ne puissent pas remarquer leur présence. Mais leur demande a été rejetée.
pas suffisamment discrets aux yeux de la municipalité. Alors pour mieux les cacher, on pensait à leur aménager des espaces dans les 3 derniers étages de la tour, à savoir des chambres au confort rudimentaire destinées à 42 domestiques noirs. Et ça a été accepté puisque les fenêtres de ces pièces donnaient sur le noyau central. Quant aux fenêtres, elles étaient placées de sorte à empêcher les domestiques de voir dans les appartements des résidents blancs. C'était agencé de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact visuel possible. Et donc voilà, une fois la construction terminée, les habitants ont investi les lieux. C'était alors en 1975. Certains propriétaires avaient acheté pour habiter dans la tour, quand d'autres avaient acheté pour louer leurs appartements. Et donc, ces propriétaires avaient l'interdiction de louer leurs appartements aux populations indiennes, colored et noires. Le cas contraire, ils risquaient des poursuites. Mais il faut tout de même apporter une précision. Le contexte a son importance. Il faut savoir que depuis environ 5 ans, au tout début des années 70, le quartier d'Hillbrow devenait de plus en plus multiculturel. Tant et si bien que les patrons de certains commerces, tels que les bars ou encore les boîtes de nuit, qui étaient réservées aux blancs, avaient réussi à obtenir des licences les autorisant à accueillir des clients de toutes origines. Les commerçants ne voulaient pas se priver d'une telle manne financière. Ils avaient alors fait pression sur la municipalité de Johannesburg pour pouvoir accueillir des clients indiens, colored ou noirs. Et le gouvernement avait fini par céder. Mais de manière tout à fait exceptionnelle, puisque c'était là une exception dans le pays tout entier. Mais bien qu'ils étaient autorisés à fréquenter certains commerces, et je dis bien certains, il était toujours illégal à ces populations d'y vivre. Donc, nombre d'entre eux qui travaillaient à Hillbrow vivaient dans le township de Soweto, qui est situé à 19 km de là. Et beaucoup étaient frustrés de ne pas pouvoir habiter là où ils travaillent. Et leur mécontentement était toujours plus grandissant, et ce depuis plusieurs années déjà, et pas qu'à Hillbrow. C'était le cas un peu partout dans le pays, dans ce type de configuration. Et donc, en 1975, le quartier chic d'Hillbrow avait des airs de Greenwich Village à New York, avec des cafés au nom européen tels que le Café Zurich, le Café Vienne, le Café Florian. Il y avait des magasins qui vendaient des magazines français, d'autres vendaient des chaussures italiennes, d'autres des disques de rock américains. Bref, il y faisait bon vivre. Mais tout va basculer l'année suivante, en 1976, au détour d'une réforme. Et cette réforme va provoquer un véritable séisme dans le pays tout entier. C'est lorsque le gouvernement a décidé d'inclure l'afrikaans comme langue officielle dans les écoles à égalité avec l'anglais. Or, à cette époque, dans la plupart des écoles noires, les cours étaient dispensés en anglais et dans les langues parlées dans les régions où étaient situées ces écoles. Et donc, l'immense majorité de ces élèves n'étaient pas du tout familiers avec l'afrikaans. Et les élèves, tout âge confondu, considéraient ce changement comme une perte de temps. C'était pour eux une double contrainte. Ils devaient, en plus de leurs cours, se concentrer sur l'apprentissage de l'afrikaan. Et comme l'anglais, c'est la langue internationale pour les affaires, il leur semblait plus judicieux de continuer à se concentrer sur l'anglais, comme c'était le cas avant, plutôt que l'afrikaan. Mais, au-delà du côté pratique, il y avait aussi un côté symbolique, puisque l'afrikaan était associé à la langue de l'oppresseur et donc de l'apartheid. L'afrikaan, c'est une langue dérivée du néerlandais du XVIIe siècle, utilisée par les afrikaners, à savoir, au début, les descendants des colons néerlandais, allemands, français ou scandinaves. Et l'afrikaan s'était étendu à l'ensemble de la population blanche d'Afrique du Sud. Et ça, c'est hors de question. Les élèves du pays tout entier se rebiffent et ils sont soutenus par une immense partie de la population qui est noire. Et oui, année après année, on les a parqués, on leur a retiré leur nationalité, leurs droits, et maintenant, on veut leur retirer leurs différents dialectes. Les couper, d'une certaine manière, de leur héritage. Et ça, c'est trop. Dans la vie, il y a des limites à tout, et les premiers à descendre dans la rue pour manifester contre cette réforme, ce sont les enfants de l'école junior d'Orlando West, située dans le township de Soweto, qui est, souvenez-vous, situé non loin d'Hillbrow.
C'est le 30 avril 1976 que ces enfants se mettent en grève, ils refusent d'aller à l'école et ils s'en vont crier leur mécontentement dans la rue. Le mouvement ne tarde pas à prendre de l'ampleur. Plusieurs autres écoles de Soweto font de même. Les élèves ne lâchent rien, si bien qu'en mai, la situation est toujours bloquée. D'autres élèves du pays, tout âge confondu, vont eux aussi se mettre en grève. Début juin, c'est pareil. Et c'est le 16 juin 1976 que les choses vont dégénérer. Et ça va se passer dans l'épicentre du mouvement, là où tout a commencé, à savoir Soweto. Ce sont 20 000 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants qui se rassemblent pour protester de manière pacifique contre l'obligation de suivre leurs cours en afrikaans. Et alors qu'ils manifestent, les élèves se retrouvent bloqués par une barricade dressée par la police. Le but des policiers, c'est de les empêcher d'avancer et de rejoindre le stade d'Orlando qui est la destination finale. Mais ça ne décourage pas les manifestants de poursuivre leur route. Ils sont déterminés, mais hors de question pour le colonel Kleingeld, c'est l'officier en charge du maintien de l'ordre à Orlando. Il exige que la foule se disperse. Mais les élèves ne suivent pas ces directives et continuent d'avancer et de défiler pacifiquement. Et c'est à ce moment que quelques élèves auraient lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Et il est important de prendre cette information avec des pincettes, car ça, c'est la version de la police. La version des manifestants et des observateurs sur place est tout autre. Il n'y a pas eu de provocation de la part des élèves. Le mot d'ordre, c'était manifester de manière pacifique pour ne surtout pas s'attirer les foudres de la police. Police qui avait la gâchette facile. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment que le colonel Kleingeld ordonne aux policiers de tirer sur la foule. Les coups de feu pleuvent, accompagnés de gaz lacrymogène, les manifestants sont pris de panique et la situation devient rapidement chaotique. Et l'un des premiers à être abattu, c'est le jeune Hector Pieterson. Et la photo, prise par Sam Nzima, sur laquelle il est porté par un camarade de classe, Mbuisa Makubo, fera plus tard le tour du monde, provoquant l'indignation de la communauté internationale qui ne comprend pas pourquoi, vu l'âge des manifestants, il a été décidé d'ouvrir le feu. Hector Pieterson qui était au collège. Et le bilan sera de 23 morts, 21 manifestants noirs et 2 colored. Et là, c'est l'embrasement. Cette répression brutale va déclencher des manifestations spontanées dans plusieurs townships du pays. Et ils sont si nombreux à descendre dans la rue aux 4 coins du pays que le décret sur l'enseignement en afrikaans sera finalement retiré dès le mois suivant, en juillet 1976. La communauté internationale n'en reste pas moins profondément choquée. Elle imposera dans la foulée des sanctions économiques très importantes à l'Afrique du Sud. Comme quoi, la communauté internationale sait se montrer réactive quand elle le veut bien. La situation s'apaise, mais elle reste tendue au township de Soweto. C'est la panique chez les habitants de la tour Pond City et plus généralement chez les habitants des quartiers blancs de la ville de Johannesburg. Terrifiés, nombre d'entre eux décident de quitter le centre-ville de Johannesburg au profit de la banlieue. Mais ces troubles ont aussi provoqué la fuite de nombreux Européens blancs, tels que des Grecs, des Portugais, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, des Français et j'en passe, qui s'étaient installés récemment à Johannesburg pour travailler. Beaucoup décident carrément de rentrer dans leur pays d'origine pour se mettre en sécurité. Quant aux sanctions économiques imposées par la communauté internationale, elles vont avoir de redoutables conséquences. Le pays, incapable d'y faire face, se retrouve alors plongé dans une crise économique sans précédent. De nombreuses personnes se retrouvent au chômage. L'inflation provoque une forte baisse du pouvoir d'achat et l'une des conséquences directes, c'est que de nombreux appartements dans les gratte-ciel de Johannesburg, tels que Pond City, se retrouvent vides. Déjà que nombre de propriétaires ont fui, ce sont des locataires alors en difficulté financière qui vont déserter ces luxueux logements au loyer exorbitant, au profit d'autres logements plus abordables. Et ils sont si nombreux à faire ça que les propriétaires vont avoir
énormément de mal à trouver de nouveaux locataires. Il y a beaucoup d'offres et peu de demandes. Et autre conséquence de ces sanctions économiques, c'est que le gouvernement sud-africain n'a plus les moyens de construire des logements dans les zones réservées aux Indiens et aux Colored. Et c'est dans ces zones qui ne sont ni les quartiers blancs ni les Bantoustans qu'ont le droit de résider les Indiens et les Colored. Il y a donc une pénurie d'appartements à louer et c'est l'inverse qu'il se passe. Cette fois, il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres. Alors, Colored et Indiens n'ont d'autre choix que d'aller s'installer dans des zones réservées aux Blancs. C'est soit ça, soit ils se retrouvent sans toit. Et si 15 ans plus tôt, dans les années 60, les propriétaires, entre autres des grandes tours du centre-ville, n'auraient jamais pris le risque de louer leurs appartements à des individus colored ou indiens, désormais la donne a changé. Le manque à gagner financier est tel que les propriétaires vont en masse prendre le risque d'aller à l'encontre de la loi et de louer leur logement aux colored et aux indiens. Mais eux et uniquement eux. Après tout, l'argent n'a pas de couleur, à l'exception du noir apparemment, et aussi et surtout, ces nouveaux locataires illégaux sont disposés à payer des loyers bien plus élevés que les locataires blancs, puisque les plus aisés d'entre eux ont pour la plupart déjà fui en banlieue. Indiens et colored emménagent alors dans des immeubles de standing tels que Pont City. Ils le font sous de faux noms grecs ou portugais tels que Papadopoulos. Il y a d'autres noms, mais celui-ci est considéré comme le symbole de ce phénomène. À partir de ce moment, les couples mixtes, à savoir un colored ou indien avec un blanc, ainsi que les Indiens et les Colored, viennent en nombre s'installer dans le quartier d'Hillbrow. Et outre le manque de logement, beaucoup veulent aussi échapper à la montée de la violence dans les townships des environs, sans compter que c'est bien plus pratique puisque la plupart d'entre eux travaillent dans le centre-ville. Et s'ils privilégient les gratte-ciel ou les immeubles massifs, c'est qu'ils peuvent y vivre en toute discrétion. S'ils habitaient une maison, par exemple, leurs voisins auraient rapidement remarqué leur présence et ils les auraient dénoncés aux autorités qui les auraient ensuite expulsés. Or, vous pensez bien que la police n'a pas les moyens d'aller vérifier un à un 600 appartements. La tour Pont City se métamorphose alors en refuge pour des milliers de familles multiculturelles. Mais ils doivent tout de même prendre des précautions. Et là, je ne parle pas des logements. Et oui, ils sont dans un quartier blanc, alors de nombreux couples mixtes, qui sont pour certains officiellement mariés dans d'autres pays, mais qui ne le sont pas en Afrique du Sud, puisqu'ils ne sont pas reconnus, eh bien ils sont contraints de se cacher lorsqu'ils sont en public pour éviter les arrestations de la police. Et oui, c'est interdit. Alors lorsqu'ils sont en public, la personne non blanche doit faire semblant d'être le domestique de son conjoint. Quand ils sont en voiture, elle doit s'asseoir à l'arrière et dans les rues, elle doit marcher derrière son conjoint. Puis, peu de temps après, en 1978, le gouvernement décide de ne plus imposer de restrictions aux propriétaires quant au montant des loyers qui avant étaient plafonnés. Et là, c'est la fête pour les propriétaires qui vont immédiatement et en masse augmenter les loyers. Et ils sont tels que nombre de blancs vont partir en banlieue, là où les loyers sont plus raisonnables parce que l'offre et la demande s'équilibrent. Il y a plus de logements là-bas. Alors ils vont fuir ces loyers. Ils n'ont aucun intérêt à rester et à payer des loyers aussi exorbitants. Néanmoins, il faut savoir que cette nouvelle loi inclut des mesures pour protéger certains locataires, ceux qui ont des revenus modestes, comme par exemple les retraités. Sans compter que pendant au moins 2 ans, il est interdit aux propriétaires d'augmenter de manière trop drastique les loyers des personnes aux revenus modestes et ce, quel que soit leur âge. Au début, les propriétaires accueillent plutôt bien la décision, mais quand les locataires blancs, qui sont, je le rappelle, les seuls autorisés à habiter dans le quartier d'Hillbrow, commencent à s'unir pour protester contre l'augmentation aberrante des loyers et que le gouvernement, lui, évoque la possibilité de rallonger cette période de 2 ans pendant laquelle les propriétaires ne peuvent pas augmenter de manière trop drastique les loyers pour les personnes aux revenus modestes, eh bien, ce sont les propriétaires qui se rebiffent à leur tour. Ils vont alors prendre la décision de tout mettre en œuvre
pour se débarrasser de ces locataires mécontents aux revenus modestes, car ils estiment qu'ils ne sont pas assez rentables. Alors pour les faire fuir, ils décident de cesser d'entretenir les bâtiments. Certains leur offrent également de l'argent pour qu'ils partent, ou alors les propriétaires se lancent dans des travaux interminables dans les logements pour rendre la vie de leurs locataires impossible, les forçant ainsi à déménager. Mais comme je vous le disais, tout ça, ça ne concerne que les locataires en règle. Les autres, les Indiens et les Colored, qui louent sous de faux noms, sont dans l'illégalité et donc ils ne vont certainement pas pousser la porte d'un commissariat puisqu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et ils ne peuvent pas non plus se plaindre en cas de mauvais entretien des bâtiments. Alors, les propriétaires vont désormais privilégier les Colored et les Indiens puisqu'avec eux, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et les propriétaires vont en profiter pour augmenter encore plus les loyers, tout en continuant à laisser les immeubles à l'abandon. Et les prix deviennent si fous que nombre de locataires sont contraints de sous-louer leur logement, donc de cohabiter avec une ou plusieurs personnes afin de se partager les loyers. Les appartements se retrouvent alors bondés et les tours telles que Pond City deviennent surpeuplées en plus de toujours plus se délabrer. Mais cette situation de mixité officieuse va finir par attirer l'attention des journalistes. La même année, toujours en 1978, un journal publie un article sur l'arrivée en masse de personnes non blanches dans le centre-ville de Johannesburg. Le journaliste qui a écrit l'article va même qualifier le centre-ville de Johannesburg de zone grise, une nouvelle formule pour parler d'un endroit où les personnes blanches et colored/indiens se mélangent. Et là, c'est le drame. Lorsqu'ils découvrent ça, de nombreux locataires ou propriétaires blancs prennent la décision de déserter le quartier d'Hillbrow. Du moins ceux qui ne sont pas déjà partis. Et oui, pour ces locataires et propriétaires, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les journalistes vont interroger des propriétaires d'appartements du centre-ville de Johannesburg, et en particulier ceux des gratte-ciel, qui sont les plus concernés, et tous prétendent être surpris. Ils affirment qu'ils ont été dupés, puisqu'il est impossible de faire la distinction entre un Indien, un Colored et, par exemple, un Libanais ou un Portugais, ces deux derniers étant considérés comme blancs. La nouvelle fait scandale, et le gouvernement, qui avait jusqu'à présent fermé les yeux, décide d'agir et insiste pour que tous les Papadopoulos soient expulsés. Au total, plus de 300 familles de Colored ou d'origine indienne habitant dans le quartier d'Hillbrow sont menacées d'expulsion et poursuivies en justice. Et pour soutenir ces locataires illégaux, des associations vont tout mettre en œuvre afin qu'ils aient tous un avocat, et ce, peu importe leurs revenus. Et la nouvelle de ces expulsions/procédures judiciaires fait à son tour scandale. Elle est perçue comme injuste car impossible de faire autrement vu la pénurie de logements. D'autant plus que le gouvernement est directement responsable puisqu'il ne construit plus rien. Et devant les tribunaux, les familles vont expliquer qu'elles ont été forcées de s'installer dans ce quartier réservé aux Blancs, faute de logements dans les zones qui leur sont réservées. Et effectivement, il est impossible pour les dirigeants d'ignorer le nombre grandissant de personnes se retrouvant sans toit. Le gouvernement n'a d'autre choix que d'annoncer en août 1979 la suspension temporaire de ces expulsions en attendant de trouver des solutions. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres. La population dite blanche est outrée par cette suspension de procédure qui fragilise l'ordre établi. Alors, l'année suivante, en 1980, pour gagner la sympathie de ce vivier d'électeurs ô combien précieux, et oui, c'était ça aussi l'intérêt d'enlever leurs droits aux Bantoustans, eh bien, le ministre du Développement va déclarer publiquement que ce qui est scandaleux dans toute cette histoire, ce ne sont pas les expulsions, c'est ce mélange ethnique à Hillbrow. Et il ira même jusqu'à qualifier le quartier d'Hillbrow de bidonville. Autrefois considéré comme un quartier chic, voilà qu'Hillbrow devient, dans l'esprit de tous,
Une sorte de no-go zone infestée de citoyens de seconde zone où il est très mal vu d'habiter. Et c'est 2 ans plus tard, en décembre 1982, que la question des expulsions sera judiciairement réglée. Le juge Richard Goldstone va statuer qu'en l'absence d'une solution de relogement décente pour les locataires colored et indiens d'Hill Row, il est désormais interdit de les expulser. L'État sud-africain ne pouvant toujours pas financer la construction de nouveaux logements dans les zones qui leur sont réservées, leur permet donc de vivre librement dans le centre-ville de Johannesburg sans craindre une expulsion. Et c'est suite à cette décision de justice que nombre de colored et indiens vont venir s'installer dans le quartier concerné, à savoir Hillbrow. Ils bénéficient désormais des mêmes droits que la population blanche. Mais parce qu'il ne faut pas déconner non plus, pour empêcher que cette situation ne s'étende à d'autres villes, le gouvernement va classer Hillbrow comme une zone grise, reprenant ainsi la formule des journalistes. Et c'est là une première dans le pays. C'est la première fois depuis l'instauration de l'apartheid que blancs, colored et indiens sont autorisés à vivre ensemble. Et à cause de cette reclassification du quartier d'Hillbrow en zone grise, les banques décident de redline le centre-ville de Johannesburg. Et le redlining, c'est une pratique qui consiste à refuser des prêts et autres services financiers aux habitants des quartiers considérés comme à haut risque. Et la conséquence est immédiate. La valeur des biens immobiliers du quartier d'Hillbrow s'effondre. Sans compter que ce nouveau statut, dit de zone grise, est accompagné d'un petit cadeau. Le gouvernement décide l'arrêt total des services publics dans le quartier d'Hillbrow. L'électricité est coupée dans les immeubles d'habitation du quartier, il n'y a plus d'eau courante et il n'y a plus de ramassage d'ordures. Alors imaginez une ville bondée, sans eau courante, ni électricité, avec des ordures partout. Je me souviens d'une grève des éboueurs à Paris. Je ne sais plus combien de temps elle a duré, c'était peut-être une poignée de semaines, vraiment pas longtemps. Et c'était la catastrophe. Il fallait voir le résultat. Il y avait des rues à Paris, on aurait dit qu'on était dans Walking Dead. Et c'était seulement après quelques semaines. Alors imaginez la même chose en mois et en années. Hillbrow est littéralement laissé à l'abandon par les pouvoirs publics. Le message est clair, mélangez-vous si vous voulez, mais vous vivrez comme des chiens. Ils sacrifient littéralement Hillbrow. Voilà, si les uns et les autres veulent rénover leurs appartements, ils ne devront compter que sur eux-mêmes. Les prêts, c'est fini. Si on ajoute à ça le manque d'entretien généralisé des immeubles par les propriétaires qui durent depuis des années, Hillbrow se transforme à la vitesse de l'éclair en un véritable dépotoir. Et la conséquence ne se fait pas attendre, les colored et les indiens vont à leur tour fuir le quartier d'Hillbrow. Ils vont aller dans des quartiers où il y a l'eau courante, l'électricité et j'en passe. Et rebelote, voilà que les appartements se vident, alors les propriétaires vont commencer un à un à louer leur logement aux seules personnes qui peuvent accepter de vivre dans des conditions aussi insalubres, ce sont les éternels laissés pour compte, à savoir la population noire. Et c'est véritablement à partir du milieu des années 80 qu'ils vont venir s'installer en masse dans le centre-ville de Johannesburg pour fuir eux aussi la montée de la violence dans les townships environnants, mais pas que. Puisque même délabrés, les immeubles du quartier d'Hillbrow sont toujours mieux que les infâmes logements des townships. Les propriétaires vont tirer parti du fait que ces populations ne sont pas protégées par la loi pour, encore une fois, augmenter les loyers. Alors, rebelote, les locataires n'ont pas d'autre option que de sous-louer leur logement pour faire face à la hausse des loyers. Et à cette époque, jusqu'à 5 personnes pouvaient vivre dans une seule et même chambre. Et c'est la tour Pond City qui va être la plus touchée par cet abandon généralisé d'entretien, la collecte d'ordures n'étant plus assurée et les ascenseurs étant toujours en panne. Les habitants de Pond City vont commencer à jeter leurs ordures, non pas dehors devant le bâtiment, mais directement par les fenêtres dans le noyau central. Et ça va durer comme ça plusieurs années. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Tic, tac, le temps passe, nous sommes alors en 1990 et cette décennie va sonner la fin du régime de l'apartheid.
la minorité de la population bénéficiant de tous les privilèges n'arrive plus à contenir la masse. Et comme on dit, l'union fait la force et cette force parvient à se coordonner toujours plus. Le gouvernement tremble toujours un peu plus chaque jour et bientôt, il y a un risque imminent de soulèvement populaire. Alors pour calmer cette colère qui gronde, le 2 février 1990, le président de l'Afrique du Sud, de Klerk, annonce la fin de l'interdiction du parti de l'ANC, à savoir le parti du Congrès national africain, qui est un parti politique sud-africain opposé à l'apartheid et qui avait été dissous des décennies durant. Ils sont toujours plus nombreux à dénoncer l'apartheid, y compris parmi la population blanche. Si certains veulent garder leurs privilèges, d'autres les dénoncent, les trouvant indignes. Et la protestation est telle que le président de Klerk annonce que le gouvernement va entamer des négociations pour mettre fin au système de l'apartheid et dans la foulée, il annonce la libération des prisonniers politiques dont le plus fameux est Nelson Mandela. Une semaine plus tard, après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré, lui qui avait été emprisonné à vie dans les années 60 pour sabotage en vue de renverser le gouvernement. Et sa libération est saluée dans le monde entier. La fin de l'apartheid est désormais inévitable, elle est même imminente. Et c'est le 30 juin 1991 que les lois raciales en vigueur depuis 1948 sont abolies. C'est une nouvelle ère qui commence. Les Sud-Africains noirs qu'on a privés de leur nationalité la récupèrent et ils sont désormais en mesure d'emménager dans des quartiers qui leur étaient auparavant interdits, et notamment ceux réservés aux Blancs, tels qu'Hillbrow. Et c'est 3 ans plus tard encore, le 9 mai 1994, que Nelson Mandela est élu président de la République. La boucle est bouclée, c'est la fin de plus de 3 siècles de ségrégation raciale dans le pays. Et depuis de Klerk, déjà, et pour éviter d'autres sanctions économiques susceptibles d'ébranler le pays, le gouvernement a décidé de renouer ses liens économiques avec les pays proches d'Afrique australe tels que la Namibie, le Botswana ou encore le Zimbabwe. Mais bien que l'apartheid ait pris fin, les personnes noires en Afrique du Sud continuent de faire l'objet de discrimination. Leur accès à l'emploi est limité et leur taux de chômage reste infiniment plus élevé que le reste de la population. Alors, sans le sou, beaucoup vont s'installer dans les immeubles délabrés tels que Pont City. À Pont City, les loyers sont devenus particulièrement bas puisque les conditions à l'intérieur du gratte-ciel sont répugnantes. Alors pour nettoyer ce quartier laissé à l'abandon et d'autres encore, le gouvernement sud-africain va mettre en place des politiques visant à redistribuer les richesses et les ressources de manière plus équitable. Hillbrow faisait bien évidemment partie des bénéficiaires, mais cet argent, destiné donc à financer les services publics, tels que le rétablissement de l'électricité, de l'eau courante, etc., eh bien cet argent ira en grande partie dans les poches de certains officiels qui vont, sans vergogne, le détourner. Et pourtant, cet argent, c'était l'espoir d'une vie meilleure pour les habitants d'Hillbrow. Mais comme rien ne change et que la situation est toujours plus épouvantable, ce sont cette fois les Noirs sud-africains qui vont, à leur tour, fuir en masse le quartier d'Hillbrow et plus généralement le centre-ville de Johannesburg. Et en premier lieu, cette décharge à ciel ouvert qui est devenue Pont City. Eux aussi veulent vivre ailleurs. Et comme la fin de l'apartheid, ça signifie aussi l'ouverture des frontières, puisqu'auparavant les frontières n'étaient ouvertes qu'aux immigrants blancs et à un nombre limité de travailleurs des pays voisins, et bien tout au long des années 90, et comme le gouvernement encourage le commerce avec les pays voisins, et bien tout au long des années 90, de nombreux immigrants venus de toute l'Afrique vont arriver par milliers à Johannesburg, dans l'espoir d'une vie meilleure, et beaucoup, faute d'argent, vont alors s'installer là où plus personne ne veut habiter, entre autres à Pont City. Et là, rebelote. Comme les résidents des années 80, cette nouvelle population
ne bénéficient que de peu de protection judiciaire contre les propriétaires sans scrupules. Alors une fois de plus, les propriétaires en profitent pour augmenter les loyers de ces logements pourtant délabrés. Et c'est toujours une question d'offre et de demande. Retournement de situation, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors, pour faire face à ces loyers élevés, ces nouveaux locataires qui gagnent pour la plupart le salaire minimum ou qui sont sans ressources à cause du chômage très élevé, eh bien, ils sont contraints de toujours plus sous-louer. Alors, c'est plus que jamais qu'ils vont s'entasser dans les appartements. Au point où la tour Pont City, conçue à l'origine pour 3500 personnes, abrite désormais plus de 10 000 personnes. Et en parallèle à tout ça, et à cause de la corruption, l'électricité et l'eau ne sont toujours pas rétablies dans le quartier. Ajoutez à cela le tout à l'égout laissé à l'abandon depuis des années et donc la surpopulation massive. La surpopulation massive et d'autres paramètres encore font qu'au milieu des années 90, le quartier d'Hillbrow est ravagé par la violence et la misère. Et pas ou peu de services publics, ça veut dire aussi pas ou peu de police. Une aubaine pour les criminels qui vont très tranquillement prendre le contrôle de Pont City. Et désormais, c'est à eux que les habitants devront payer leur loyer. Ces propriétaires d'un nouveau genre en profitent même pour faire la tournée des appartements de Pont City afin de les dépouiller de la moindre chose de valeur. Et ils iront même jusqu'à démonter les ascenseurs hors service afin de les vendre. La tour est plus que jamais considérée comme un immense taudis. Elle est même surnommée le plus grand taudis du monde. Et le monticule d'ordures jeté par les habitants de la tour va finir par atteindre le 14e étage. Ce sont des années de détritus qui gisent là et qui pourrissent. L'odeur est insupportable et il n'y a que le désespoir qui peut pousser quelqu'un à vivre dans la tour Ponte. Puis, les criminels vont faire du 15e étage un immense supermarché où on peut acheter des armes, des biens volés, des substances illicites. Quant au parking, qui est constitué de plusieurs étages, il est transformé en un immense bordel. Quant à l'insécurité dans le bâtiment, elle est telle que même la police n'ose plus y mettre les pieds, et c'était le cas déjà depuis un moment. La tour Pont City est alors associée à tous les vices, en plus d'être le symbole de la déchéance urbaine en Afrique du Sud. Et c'est le Far West total. Et quand les malfrats décident de supprimer une personne, eh bien ils ne s'embêtent plus. Ils jettent les corps de leurs victimes directement dans le noyau central. Donc ces corps gisent là à la vue de tous avant qu'ils ne soient recouverts par de nouvelles ordures. Il y a des familles à Pont City et la vie y est si misérable que de nombreuses personnes décident d'en finir en se jetant dans le noyau central. Sans compter ces autres personnes désespérées qui viennent de partout dans le quartier pour faire la même chose. Et la situation va perdurer, mais elle va atteindre de tels sommets qu'en 1998, et c'est le cas aussi d'autres gratte-ciel tombés aux mains des bandits, ça fait qu'en 1998, la municipalité de Johannesburg va décider d'agir. Elle va faire venir l'architecte américain Paul Silver pour qu'il sélectionne parmi les bâtiments existants lequel pourrait être converti en prison de haute sécurité. Et l'architecte va leur recommander Pont City en leur disant, je cite, « C'est un bâtiment pourri, mais une prison idéale ». Alors, le ministre des Services correctionnels va organiser une conférence de presse en février 1998 pour annoncer que Pont City sera transformé en prison l'année suivante. Et le gouvernement voulait initialement entrer de force dans l'immeuble et emprisonner toutes les personnes s'y trouvant. Et je dis bien toutes. Tollé général, à l'intérieur, il y a des personnes qui n'ont rien fait de mal, y compris des enfants. Et leur sort est déjà assez cruel comme ça. Alors, finalement, face à la protestation populaire, l'idée de ces arrestations est abandonnée et puis finalement, ce sera celle de la prison qui sera abandonnée. Mais la situation restera la même jusqu'en 2003. Les laissés-pour-compte vont continuer de vivre à Pont City dans des conditions insalubres, entourées de violence.
Alors le groupe Kempstone, qui est désormais le propriétaire de Pont City, décide d'embaucher une société spécialisée dans les expulsions pour faire partir les squatteurs et les gangsters qui s'étaient emparés d'elle. Et des rumeurs vont prétendre que les 10 000 habitants de la tour ont été expulsés en une nuit, mais ces rumeurs sont fausses. Puisque la réalité, c'est que la personne en charge des expulsions, en l'occurrence un ex-flic, a eu l'idée de notifier à toutes les personnes vivant dans le bâtiment que s'ils payaient leur loyer, il leur fournirait l'électricité et l'eau courante. Il a également promis de faire réparer les ascenseurs. Mais le problème, c'est que la plupart des résidents de la tour n'ont pas les moyens de payer ces loyers. Alors, ils vont finir par partir d'eux-mêmes. Quant aux criminels, voyant le vent tourner et les appartements se vider, eh bien, ils vont finir eux aussi par partir d'eux-mêmes pour éviter que le gouvernement ne vienne les expulser de force. Et c'est à partir de ce moment que le nettoyage de la tour Pont City a pu commencer. Au départ, manuellement, toutes les entrées étaient obstruées en raison du grand tas de déchets qui empêchaient les machines d'entrer dans le bâtiment. Et après, une fois que le nettoyage du tas d'ordures a considérablement avancé, les machines ont pu pénétrer dans le bâtiment et elles ont pris le relais. Alors, ils y sont allés à la truelle. Et c'est après 3 longues années que le gigantesque tas d'ordures du noyau central de Pont City a pu être complètement nettoyé. Et parmi les nombreux corps qui gisaient là depuis tant d'années, ce sont 23 qui auront la chance d'être retrouvés. Comme je vous l'ai dit, ils y sont allés à la truelle. Et c'est en 2007 que la tour a été fermée à l'habitation et que les travaux de rénovation ont pu commencer. Au début, c'est la société Ayoub Company qui sera intéressée par Pont City. Le groupe Kempstone va la leur céder en mai 2007. Et Ayoub Company a l'idée de transformer Pont City en un bâtiment luxueux tel qu'il l'était à sa création. Ils réussissent même à obtenir de l'agence de développement de Johannesburg qu'elle investisse une somme importante dans les travaux. Ce sont d'ailleurs tous les quartiers environnants qui vont bénéficier d'une importante aide. C'était à l'époque un impératif pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions la Coupe du Monde de football 2010. Et donc ce nouveau projet connu sous le nom de New Pont, à savoir Nouveau Pont, prévoyait la construction d'appartements de luxe, dont 6 penthouses, un restaurant, une épicerie et une salle de gym. Et alors que les 11 à 34e étages avaient commencé à être rénovés, voilà qu'arrive la crise des subprimes. Elle frappe désormais l'Afrique du Sud après avoir frappé les États-Unis. Pour cette raison, les banques n'ont pas accordé à la Ayoub Company les fonds nécessaires pour poursuivre le projet New Pont. Il a donc été abandonné et le groupe Kempstone a repris possession du bâtiment. Et c'est seulement en 2011 que le groupe Kempstone va enfin s'occuper correctement du bâtiment. Et l'objectif n'est plus de construire des appartements de luxe, mais de simplement faire de la tour Pont un immeuble d'habitation décent. Les 54 étages seront rénovés et les appartements mis en location. Sachez qu'actuellement, la majorité des résidents sont des étudiants ou des personnes de la classe moyenne. La population y est majoritairement noire. Certains sont sud-africains, d'autres sont d'origine des pays africains limitrophes, d'autres sont originaires d'autres pays d'Afrique. Il y a également quelques personnes blanches, mais elles résident majoritairement dans les derniers étages qui sont les plus luxueux. Et pour que plus jamais la tour Pont ne connaisse le triste sort qu'elle a connu, des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place. Les entrées sont désormais surveillées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des gardiens. Les habitants ne peuvent y accéder qu'avec leurs empreintes digitales. Et s'ils veulent recevoir leur famille ou des amis, ils doivent au préalable en informer les gardes. Et les invités devront se munir de leur carte d'identité pour pouvoir entrer. Et ce n'est pas tout, ils doivent impérativement quitter le bâtiment avant 21h. Et si les locataires veulent que leurs invités puissent passer une nuit ou plusieurs chez eux, eh bien ils doivent payer. Alors forcément les locataires sont ennuyés de devoir payer pour passer ne serait-ce que quelques jours avec leurs proches, mais il est vrai que toutes ces mesures, aussi restrictives soient-elles, ont permis de faire de Pont City un endroit paisible
où les résidents sont en sécurité. Et Pond City est même considéré comme l'endroit le plus sûr du quartier d'Hillbrow, qui reste l'un des quartiers les plus dangereux du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Sacrée histoire que celle de Pond City. À elle seule, elle raconte une bonne partie de l'histoire de l'Afrique du Sud sur différentes époques. Et même si elle est moche et qu'elle ressemble effectivement à un rouleau de papier toilette, du moins je trouve, elle est ô combien précieuse aux yeux de nombre de Sud-Africains, sans compter qu'énormément d'architectes la considèrent comme un petit bijou architectural. Voilà, chacun ses goûts. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez désormais nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters, Instagram, TikTok et enfin, nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire, les amis.